J'espère que ce cours sera pour vous comme une tranquille randonnée intellectuelle. En tant qu'auteur du cours d'épistémologie, lequel, avec le cours de démarche d'intervention, compose cette UE, je ne peux éviter la question de ma responsabilité universitaire. Avant de professer, il m'incombe de savoir d'où je prends la parole. Dans cette période historique de brouillage des repères, sens, valeurs, où nous sommes nombreux à éprouver une inquiétude grandissante face à l'avenir, à quel titre ce que je vais dire à cette place d'enseignant du cours d'épistémologie vaudrait comme enseignement d'épistémologie? Adoptant une sorte de solipsisme convivial, c'est-à-dire assumant ma subjectivité, perception et conscience engagées dans la recherche de sens, de vérité et de valeur, je peux essayer de montrer l'exemple, c'est-à-dire de montrer comment je comprends l'épistémologie en la pratiquant dans le contexte de la psychologie et en vous invitant à faire de même. Ce qui me permet de constater que je parle en ayant adopté une certaine éthique. À mes yeux, un enseignement universitaire doit permettre de développer le goût pour une pensée chaude et rationnelle. Éduquer à une certaine forme de pensée implique initier à une discipline et donc, pour nommer clairement un corollaire de la discipline, à une obéissance. Cette obéissance pourrait être soutirée par l'appât d'une bonne note. Je préférerais qu'elle commence par l'intérêt sincère que vous voudriez bien porter à la signification qu'il vous conviendrait de donner à l'expression responsabilité intellectuelle. De plus, en psychologie, un pacte de non-agression de l'intégrité psychique et physique d'autrui me semble nécessaire dès qu'on admet avec Emmanuel Lévinas, Simone Veil et tant d'autres penseurs du sacré qu'autrui est de sa propre responsabilité. L'identité de la personne dépend du regard d'au moins une autre personne. Il est bon de bien traiter autrui, à commencer par la manière dont on lui parle. Je prends le pari qu'il est bon d'apprendre, dans un cours d'épistémologie, à envisager ce que pourrait être notre responsabilité intellectuelle. En effet, tout apprenti épistémologue, c'est-à-dire apprenti praticien, plus ou moins adroit et faillible, est supposé connaître, au moins un peu, sa responsabilité intellectuelle. En tant qu'intellectuel, et donc de locuteur parolier, producteur de paroles, orales ou écrites. Celui-ci est prêt à répondre de sa pensée, ou, s'il n'en répond pas, à reconnaître que sa parole colporte la pensée d'un autre. Sinon, quoi d'autre? Cette pédagogie, apprendre à assumer sa responsabilité intellectuelle en tant qu'étudiant à l'université, citoyen d'un état de droit, et peut-être futur psychologue, s'oppose à une pédagogie qui consisterait à ne pas encourager les étudiants à se poser la question de leur propre majorité intellectuelle. Par exemple, un enseignement qui n'encouragerait pas les étudiants à se sentir responsables de ce qu'ils savent, c'est-à-dire de ce qu'ils croient savoir, serait de mon point de vue embarrassant, puisque nous traversons une crise d'autorité des institutions et que l'université est une institution. Ce qu'une discipline académique, par exemple la psychologie, reconnaît comme des connaissances relevant de son champ, peut faire l'objet d'une démarche épistémologique. Celle-ci consiste à examiner, évaluer, analyser ce qui fait la valeur de ces connaissances, ce qui fait que ces dernières soient considérées, au moins au sein de la communauté disciplinaire, comme valables. Les connaissances auxquelles s'applique la démarche épistémologique supposent des énoncés de connaissances, phrases ou discours constituant des unités signifiantes. Par exemple, la proposition l'inconscient est structuré comme un langage est un énoncé de connaissance promu par la psychanalyse lacanienne. Les significations présupposées ou impliquées par un tel énoncé
peuvent faire l'objet d'un examen critique conceptuel ou encore épistémologique, ce qui implique l'utilisation d'autres énoncés qu'il faut aussi considérer comme énoncés de connaissance. Ainsi, la démarche épistémologique ne porte pas sur des énoncés de connaissances isolés, mais sur un paquet d'énoncés de connaissances reliés les uns aux autres par un réseau ou encore une matrice de signification. Quiconque se demande sérieusement ce que signifie telle assertion se trouve, de fait, en train de pratiquer l'épistémologie. D'où la possibilité de voir dans l'épistémologie une grande variété de pratiques critiques assumées par des subjectivités particulières. Ces pratiques partagent qu'il est permis et même recommandé de s'affranchir d'un pacte d'adhésion ou encore d'un éventuel positionnement d'obédience au discours examiné. Cet examen critique peut être envisagé d'un point de vue général, par exemple du point de vue de ce qu'on appelle la vérité scientifique, notion qui sera précisée dans le second chapitre du cours, ou d'un point de vue local, par exemple du point de vue des critères de valeur que se donne la discipline revendiquant les énoncés de connaissances auxquels s'intéresse l'épistémologue. Ainsi, la démarche épistémologique peut déboucher sur un jugement de valeur, lui-même critiquable en tant qu'énoncé de connaissance. Toutefois, encore faut-il que des connaissances soient préalablement repérées en tant que telles, par et au sein de la discipline qui s'ouvrirait à la démarche épistémologique, et que les critères de valeur qui permettent de qualifier ou décrire ces connaissances soient explicités. Lorsqu'une discipline n'a pas de discours explicite préparant l'évaluation épistémologique de son discours, les critères de valeur de ces connaissances doivent logiquement faire l'objet d'une démarche d'explicitation, diachroniquement à une démarche d'extraction des connaissances à évaluer. Par exemple, le discours foucaldien, Michel Foucault, qui s'intéresse au savoir-pouvoir de telle ou telle époque, précise-t-il a priori ce qui fait sa propre vérité? Voici quelques exemples non développés de critères de valeur. Vérité, cohérence, parcimonie, c'est-à-dire économie, simplicité, intelligibilité, pertinence, utilité, efficacité, prédictibilité, reproductibilité, fécondité, intérêt, importance, crédibilité, plausibilité, popularité, succès, etc., de ce à quoi réfèrent les propositions d'un discours réputé savant. En tant que discours exemplifiant la démarche épistémologique, mon propos dans ce cours se donne au moins la cohérence comme critère de valeur, c'est-à-dire qu'il cherche à ne pas souffrir de contradictions logiques. Choisir un tel principe de cohérence n'implique pas que la cohérence du discours en train de se développer soit atteinte, parce que je suis d'accord avec Karl Popper, nul n'est infaillible. Le caractère collectif et convivial d'une démarche épistémologique féconde, c'est-à-dire capable de détecter, dans sa démarche comme dans son contenu énonciatif, des problèmes d'incohérence, s'ils existent. Le questionnement épistémologique n'est pas un solipsisme, bien que la pensée suppose la solitude, ce qui suppose de ma part de réserver un bon accueil à la critique que les lecteurs, étudiants ou enseignants pourraient adresser à cet enseignement. Une incohérence est une contradiction logique qui s'obtient lorsque le discours contient deux propositions telles que l'une est ou implique la négation logique de l'autre. Par exemple,
Comme on le verra à propos de la mesure en psychologie, les énoncés A, les scores psychométriques sont des mesures, et B, une mesure est l'image par une fonction croissante d'une quantité de grandeur, sont, dans la plupart des contextes empiriques auxquels j'ai pu m'intéresser en psychologie, contradictoires. Par conséquent, si, au nom de sa scientificité, la psychologie prétend proposer un discours cohérent, et si elle revendique les deux propositions A et B comme valables, alors la démarche épistémologique permet de soulever un problème que la psychologie doit résoudre pour ne pas s'exposer à un diagnostic d'incohérence logique. En résumé, dès qu'il se demande à quel titre tel ou tel discours savant, c'est-à-dire prétendant valoir, vaut, quiconque commence à pratiquer l'épistémologie. Ainsi, l'épistémologue fait preuve de liberté de pensée, cette liberté ayant pour corollaire la responsabilité de son propre jugement. Une discipline sans convivialité épistémologique encourt le risque de dogmatisme, c'est-à-dire le risque de reposer sur une communauté dont les membres acceptent librement de suspendre leur propre jugement au profit du jugement d'une autorité de discours. Si le risque d'exclusion de la communauté existe en cas de mise en doute publique de la valeur du discours dominant, alors ce dogmatisme peut être examiné d'un point de vue politique comme un rapport d'assujettissement, liberticide et infantilisant. Le rapport au savoir ne relève plus d'une logique de la découverte. Si l'éthique est, comme je le retiens ici, la science ou l'art des valeurs et des principes que l'être humain se choisit, alors l'épistémologue, conscient de sa liberté, c'est-à-dire de son pouvoir, sait que le choix des critères qu'il se donne lui appartient. Ce choix relève de son pouvoir de décision. Selon l'éthique de la connaissance adoptée dans ce cours, l'épistémologue n'est pas tenu, en principe, d'adopter des critères de valeur qu'il n'aurait pas lui-même choisis, si bien que l'épistémologue est par principe responsable des critères qu'il utilise. Supposons, pour simplifier la situation, que l'épistémologue dialogue avec un spécialiste d'une discipline qui se donne, comme critère de valeur des connaissances de son champ, le critère C. L'épistémologue est libre et responsable de se donner le critère C ou bien un critère non C pour juger de la valeur de ces énoncés de connaissances épistémologiques à propos des énoncés de connaissances de la discipline à laquelle il s'intéresse. Ainsi, par exemple, dans la mesure où je fais un exercice d'épistémologie en rédigeant ce cours, je peux me donner comme critère de valeur la cohérence logique de mes propres énoncés à propos des connaissances psychologiques auxquelles je m'intéresse. Ce cours peut être jugé du point de vue de sa cohérence et aussi d'autres points de vue, l'important étant que ces points de vue soient eux-mêmes explicités dans le cadre préalable d'une éthique minimale de convivialité du débat qui est au cœur de la tradition scientifique et philosophique. Ce faisant, je pratique l'éthique lorsque je défends le principe de la liberté de penser, au moins pour ce qui concerne les règles que j'assigne à ma pensée. Je suis responsable des règles de pensée que je me donne parce que j'ai la liberté de les choisir. Par exemple, je choisis de respecter la règle ne pas tricher avec la cohérence logique lorsque je défends la valeur de mon discours universitaire. Une autre éthique possible consisterait par exemple dans l'obéissance consentie à une école de pensée particulière. Quiconque a la possibilité d'obéir à quelque école de pensée que ce soit, y compris à une école de pensée qui jugerait qu'il existe des écoles de pensée interdites à l'exploration par la pensée individuelle, par exemple le régime idéologique pendant l'Inquisition catholique
à l'encontre des cathares. La tyrannie idéologique est une éthique possible. Par exemple, un régime du savoir qui interdirait de débattre publiquement de certains principes, de certaines valeurs, de certaines manières de parler, grammaire, serait en nature, quelle que soit l'ampleur de son pouvoir de censure, un régime de tyrannie idéologique fondé sur la catégorisation des penseurs en fidèles ou bien infidèles à l'éthique dominante de la pensée. D'où la question de la tolérance vis-à-vis de la déviance à la norme de bien-pensance, que d'aucuns appellent malencontreusement norme épistémologique ou épistémologie, confondant ainsi démarche épistémologique et obédience à un cadre de pensée paradigmatique. Il me semble qu'il existe une sorte de spectre des variétés de tolérance, dont deux extrémités sont l'individualisme généralisé, chacun pense ce qu'il veut et comme il veut, et autre extrémité, la suppression totale de toute déviance à la norme, quiconque pense ce qu'il faut et comme il faut, ayant en quelque sorte donné son accord à une exigence de conformation de tous ces autres accords avec le savoir dominant. Une introduction à la démarche épistémologique, mouvement d'évaluation des connaissances admises au sein d'une discipline particulière, conduit à poser le problème du contrôle de la pensée, c'est-à-dire des conditions sociales, notamment culturelles, sur lesquelles repose l'exercice de la pensée individuelle. Dans le mouvement d'éveil à ses propres connaissances, considéré peu à peu comme croyance, c'est-à-dire comme énoncé auquel il adhère ou croit, mais dont il lui est maintenant loisible d'interroger la raison, voire qu'il lui est alors possible d'abandonner pour d'autres énoncés de départ, valant dorénavant comme hypothèse ou axiome, c'est-à-dire comme fondement à l'essai. Dans ce mouvement de doute méthodique, l'épistémologue en herbe érige la souveraineté, quoique balbutiante, de sa pensée et, par extension, de sa conscience. Une subjectivité sans conscience ne peut penser sa pensée, ni, par conséquent, la gouverner. Dans le cadre de cette UE, à l'étage théorique des connaissances psychologiques, il faut ajouter celui de la pratique, impliqué par le terme intervention dans la formule démarche d'intervention qui se trouve dans l'intitulé de l'UE. Le psychologue intervient dans une situation plutôt que n'intervient pas. L'intervention apparaît ainsi comme une raison d'être du psychologue intervenant. D'où, à côté de l'éthique de la connaissance, une éthique de l'intervention. L'épistémologue, libre de ses critères de valeur, demanderait au psychologue ce qui fait que ses connaissances soient vraies, critère de la vérité scientifique, mais aussi ce qui fait que ses interventions soient bonnes, ce qui, bien sûr, pose la question de comment s'accorder sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. En première approche, l'intervention du psychologue implique une situation d'intervention, un ou des buts ainsi que des moyens d'intervention, le prélèvement d'informations et un rapport d'intervention comprenant éventuellement des préconisations pour de nouvelles interventions. La situation d'intervention implique notamment au moins une institution, l'activité des machines, mécaniques, informatiques ou des personnes concernées dans cette institution. Les enjeux finaux de la démarche d'intervention en psychologie peuvent être décrits comme des enjeux de pouvoir. Quel pouvoir pratique le psychologue? À quels abus de pouvoir s'expose-t-il? Par exemple, l'évaluation psychologique, sanitaire, etc. des personnes peut conduire à ce qu'une institution leur confère un statut dont la fonction consiste en l'autorisation ou l'interdiction d'accès à certaines possibilités dans le champ social.
Dès qu'il admet qu'une intervention s'inscrit dans un champ politique, au sens de l'analyse des relations de pouvoir dans le champ social, le psychologue reconnaît sa responsabilité intellectuelle et professionnelle, c'est-à-dire la nécessité morale de répondre de ce qu'il fait comme de ce qu'il sait en tant que praticien qualifié par son diplôme universitaire. En guise de première conclusion de ce premier cours d'épistémologie, je reformulerai la structure générale du cours d'épistémologie et je préciserai la position d'où je parle. Dans le contexte où il se développe, ce cours d'épistémologie porte sur deux branches de la philosophie. Une branche épistémologique porte sur la connaissance, quelle est la valeur du savoir, tandis qu'une branche morale porte sur la responsabilité de chacun lorsqu'il exerce son pouvoir, à commencer par son pouvoir de parole. Enfin, je partage avec les psychologues intervenants une position interventionniste. J'interviens en cours magistral en tant que magistrat de ma parole, c'est-à-dire que je porte la responsabilité de juger de ce que j'ai à dire dans le contexte de mon intervention, ce qui n'implique pas ma toute-puissance, bien au contraire, puisque je suis responsable de ce que je dis. En guise de seconde conclusion, je soumettrai à l'attention de mes collègues en charge des cours de démarche d'intervention deux conséquences méthodologiques. Premièrement, la présentation d'un exemple de démarche d'intervention pourrait-elle comprendre l'explicitation des critères de valeur qu'elle applique aux connaissances qu'elle mobilise, ainsi qu'aux actions qu'elle préconise? Deuxièmement, la matrice suivante offrirait-elle un intérêt pour alimenter un dialogue fécond?